J'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Stéphanie Hospital. Vous êtes fondatrice de la start-up One Rack Time, qui est une plateforme de financement et vous mettez en relation les financeurs et les start-up. J'ai également le plaisir d'accueillir Caroline Goulard, CEO et cofondatrice de la start-up DataVise. Vous mettez en place des outils sur mesure pour vos clients de visualisation. J'ai également le plaisir d'accueillir Sophie Despès. Vous êtes web software ingénieur et partenaire chez Toucan Toco, qui est un éditeur de solutions de visualisation. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Pierron-Perles. Et vous êtes Big Data et Analytics Leader chez Capgemini Consulting. Très bien. Donc, ma première question est une question d'introduction et elle s'adresse à chacune d'entre vous. J'aimerais savoir en fait qui sont vos clients et est-ce que vous pouvez nous parler de projets qui sont caractéristiques de votre activité. Alors Stéphanie, est-ce que vous voulez bien commencer ce tour de table? Alors oui, bonjour, merci de m'accueillir. Donc nous à One Rack Time, on a plusieurs sortes de clients. On a déjà les clients de notre plateforme de crowd equity. Donc les investisseurs d'un côté, qu'on fédère, une communauté très qualifiée d'investisseurs internationaux, les entrepreneurs et start-up que l'on finance. Et en fait, on a la vision que dans notre industrie, qui est une industrie qui était jusqu'à maintenant pas tellement digitalisée, paradoxalement, l'industrie du venture, on peut amener beaucoup plus en étant capable d'avoir une approche tech, une approche data, et en pouvant utiliser toutes les données qui nous permettront, on l'espère à terme, de scorer les sociétés dans lesquelles on va investir, de faire du matchmaking de sociétés par rapport aux investisseurs avec lesquels on travaille, d'apporter au quotidien des reporting très visuels, et on a développé une application qu'on lance la semaine prochaine pour informer au fil de l'eau nos investisseurs sur les actualités de leur société, avec là encore une approche très visuelle. Donc du coup, dans mon équipe, contrairement à ce que l'on peut trouver dans beaucoup de fonds d'investissement, je m'attache à avoir des data scientists, des développeurs, des designers. On les a mis à Barcelone en l'occurrence, c'est entre Barcelone, Paris et Londres. On est convaincu là encore que dans les métiers du financement, la data peut apporter beaucoup et que c'est probablement un des endroits où on a très peu utilisé la data. Et nous-mêmes, on conseille aussi des grands groupes. Et on a quelques initiatives où on conseille des grands groupes sur de la transfo digitale avec un angle très fort de M&A. On fait ça en partenariat avec Messier Maris, qui est une banque d'affaires. Et on accompagne généralement des grands groupes sur l'identification d'adjacence, de cibles d'acquisition et tout ce qu'on a construit sur cette base de données tech. Elle nous sert aussi, au-delà de la partie investissement, à identifier le bon timing et les bonnes sociétés pour les grands groupes que l'on conseille. Chez DataVise, on est un studio spécialisé dans tout ce qui va être interaction entre les humains et les données. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de designer tous les points de contact entre humains et données pour que, à l'interface entre ces deux disciplines-là, l'analyse des données compliquées et les humains, il y ait du sens et des usages intéressants. Donc concrètement, on travaille sur mesure pour des projets très différents, pour des clients très différents, pour répondre à des problématiques telles que comment on fait comprendre des données compliquées à des gens dont ce n'est pas le métier d'analyser des données au quotidien, comment on communique mieux avec ces données, comment on travaille mieux avec ces données. Et pour chacun de ces sujets-là, on va inventer la bonne solution d'interface, de design, de visualisation de données, d'application, et on va pouvoir la mettre en œuvre. Donc pour prendre quelques cas clients, comme vous le demandiez, peut-être même des choses en rapport avec la relation client, on a l'habitude de classer nos projets dans 3 catégories qui vont être soit des choses très orientées storytelling des données, raconter une histoire avec les données, faire du brand content avec les données. Donc par exemple, on a eu l'occasion de travailler avec Intersport à partir de leur base CRM, puisque Intersport a une particularité, c'est que c'est un acteur très bien implanté sur la réservation de matériel de ski en ligne. Donc ils ont des bases de données intéressantes avec des statistiques sur qui réserve, dans quelle station, pendant quelle période, avec quel type d'équipement, etc. Ce qui permet derrière de tirer des statistiques qui peuvent intéresser le grand public sur
quelle est la population qui fréquente telle ou telle station de ski, et concrètement, si moi je dois passer des vacances au ski cet hiver, avec qui je vais me retrouver sur les pistes. Donc on est parti d'une démarche de connaissance de leurs données, CRM, et on en a tiré une application à la fois ludique et aussi intéressante et qui rend service à leur clientèle. Donc ça, dans une optique très storytelling des données, on rend un service à son public final grâce à ces données. On travaille aussi parfois dans des projets très orientés organisation. C'est-à-dire cette fois-ci, il s'agit plutôt d'améliorer ces méthodes de travail interne, comment on travaille avec les données, de permettre à un plus grand nombre de personnes de travailler avec des données compliquées en interne grâce à des outils bien adaptés. Donc par exemple, on a pu travailler avec certains services marketing pour mettre en place des outils d'aide à la segmentation avec des outils de manipulation visuelle des données où je peux prendre un bout de la population, regarder comment elle se comporte sur certaines variables, sélectionner juste la partie qui m'intéresse, etc. Et puis peut-être pour prendre un troisième type de projet qu'on est souvent amené à faire, c'est des projets qui sont un peu plus expérimentaux, qui vont tester des nouvelles technologies d'interaction avec les données, des nouveaux modes de représentation, parce que si on parle d'interaction homme-données, c'est parce qu'on pense que de plus en plus ça va sortir du navigateur et des interfaces mobiles auxquelles on est habitué pour s'installer dans notre environnement un peu plus proche, un peu plus physique. Et donc par exemple, on a pu l'année dernière proposer une opération avec la Société Générale sur un projet d'art génératif, c'est-à-dire de l'art qui est branché sur des algorithmes ou plutôt des algorithmes qui sont transformés en œuvres artistiques pour sensibiliser un large public à ces thématiques-là. Donc voilà, communication, brand content et storytelling des données, organisation, améliorer les méthodes de travail avec les données avec des outils internes, ou expérimentation, innovation, projet artistique avec les données. Voilà un peu les trois types de projets qu'on fait chez DataVise. Merci. Bonjour. Moi, je suis à Toukantoko. Donc, ce qu'on fait, c'est on édite une solution de data visualisation. Donc, c'est une boîte produit. Donc, la différence, on n'est pas en agence, on ne fait pas du sur-mesure. Donc, nous, on a une application qui permet, ce que tu parlais de data storytelling, donc c'est vraiment avec un axe data storytelling, de présenter des données d'une manière qui soit agréable, très facilement compréhensible. Ce qui est vraiment bien dans une boîte produit, en fait, c'est qu'on a l'occasion d'itérer, de revenir sur ce qu'on a fait et de s'améliorer, toujours. Là, ça fait 2 ans qu'on améliore le produit, donc forcément, il est vraiment super bien. Voilà. D'ailleurs, on bosse avec Capgemini. Dans nos clients, ça va être plus de 70 clients grands comptes. Qui sont Total, Unibail, on a Ubisoft, Banque Postale, BPCE, un petit peu de la Société Générale, un petit peu partout. Le genre de projet qu'on va avoir, alors on adresse un peu tous les métiers puisque notre outil finalement est assez générique par rapport aux données, ça ne va pas être forcément que des données marketing ou que des données financières. Mais un projet qu'on a pu faire par exemple, c'est avec PSA Digital. Le pilotage de toute leur campagne média, sachant que PSA c'est l'un des plus gros annonceurs français, donc voilà, on a quand même des projets assez sympas. On a un projet aussi, pareil, marketing digital avec Ubisoft, on a des projets plus financiers avec Sanofi, voilà, c'est un peu toutes sortes de projets. Voilà. Merci. Bonjour à tous, merci d'être encore parmi nous à cette heure plus avancée de la journée. Aujourd'hui, chez Capgemini Consulting, on a pris le virage du digital il y a de ça 6 ans. Dans ce cadre-là, on a pu constater que les clients qui réussissaient étaient les clients qui avaient complètement intégré le levier digital et data dans leur processus opérationnel. Et qu'il fallait naviguer entre des réflexions complètement stratégiques jusqu'à la réalisation d'objets digitaux qui allait être digéré, utilisé par les équipes opérationnelles et les équipes métiers au final. Donc on a pris un virage, on a créé assez récemment une équipe qui s'appelle la Phase Digital Team au sein du cabinet et qui intègre à la fois des compétences de stratégie digitale et de transformation, des compétences de dev, d'architecte, de solutions et du UX designer, de directeur artistique et enfin la data dont je m'occupe avec une équipe aujourd'hui qui fait une 40aine de personnes et pour les 2 tiers de data scientists et avec un enjeu qui est aussi une des raisons pour ma présence ici à doubler cette équipe. Tout ça pour vous dire quoi ? Qu'aujourd'hui on a plusieurs types de projets.
soit des projets data qui sont complètement embarqués dans les projets de stratégie et de transformation digitale. Et la data est un enabler à la transformation au même titre qu'autres leviers qui sont intimement liés, comme l'IoT notamment, sur lesquels, ou des sujets de plateforme de services sur lesquels on a assez classiquement des projets conjoints, ou des purs projets data. Et là, on accompagne plutôt des grands groupes, des groupes du CAC 40 français et à l'étranger. On a aujourd'hui une activité qui est assez équilibrée entre le secteur financier, banque, assurance et des acteurs industriels qui se réveillent de plus en plus et qui utilisent la data, telco, life science, pour ne pas les citer, et puis d'autres industries de services avec lesquelles on a l'occasion aussi de collaborer avec Quantmetry. Donc on a une activité qui est assez équilibrée autour de 3 grands objets. Un, la définition de stratégie et de roadmap data pour des niveaux comité de direction générale, les Chief Data Officer, Chief Digital Officer, qui sont nos principaux clients, et les patrons de direction de système d'information, puisque la réflexion data n'est soit côté business, soit côté IT, et il n'y a pas qu'une seule vérité, et on sait que c'est bien la martingale des deux qui rendent les projets successful. La création de capability data, de monter des data labs, des data factories, et la plupart du temps, c'est via le delivery de pilotes de data science qu'on opère pour nos clients, qu'on leur monte en fait leur data lab, qu'on commence à les opérer, et puis qu'on les aide à recruter et à monter en puissance ces capabilities. Et puis, le dernier sujet, qui est la mise en place de l'ensemble des enablers à cette transformation Big Data. Et là, vous allez retrouver des enablers qui sont plutôt de nature transverse, qui vont toucher aux conditions liées et qui vont impacter du coup des acteurs comme la direction des achats, la finance, le legal, les RH, parce que quand vous menez ce type de transformation Big Data, vous vous heurtez à des questions d'utilisation des données, de privacy, d'achat de données, de contractualisation autour d'objets technologiques assez compliqués à évoluer, et le recrutement de nouveaux profils dans des entreprises qui classiquement ne sont pas prêtes à les accueillir et surtout à les fidéliser, alors que le coût est extrêmement important. Et puis des réflexions autour des modèles make or buy. Est-ce que j'ai un enjeu à monter mon propre data lab ou est-ce que j'ai un enjeu à en sourcer une partie? Et puis, bien évidemment, la mise en place des enablers technologiques et donc des plateformes big data intégrées au système d'information existant. Et là, du coup, on fait appel aux compétences techniques et technologiques de nos équipes pour avoir vraiment cette vision end-to-end de la stratégie jusqu'aux objets technologiques. Et on y reviendra, je le sais, donc je ne le dévoile pas tout de suite, aux objets data visualisation à proprement parler. Merci à toutes pour ces présentations. Donc on voit bien que votre cœur de métier, c'est dans la valorisation des données de vos utilisateurs et de vos clients à travers des outils. Et du coup, ma question suivante est pour vous, Charlotte. J'imagine que vous avez une demande forte de vos clients à se digitaliser. Quels sont les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises aujourd'hui? C'est une question à laquelle on a essayé de commencer à répondre avec le MIT quand on a lancé ce partenariat de recherche il y a 6 ans. Comme tout bon consultant plus classique à l'époque, on a fait une petite étude stratégique et on s'est rapidement rendu compte que les entreprises successful ne sont pas celles qui font du digital pour du digital en mode fashionista et à lancer des initiatives dans tous les coins, des applications mobiles à l'époque qui étaient le grand lancement, des POC divers et variés. Je pense que l'ère du POC est plutôt derrière nous et d'essayer d'en mettre plein les murs, mais plutôt celles qui concentraient les moyens sur quelques initiatives digitales jusqu'à l'industrialisation de celles-ci et la transcription de ces initiatives dans les modes d'organisation et les process opérationnels. Et ça, au final, ça interroge sur la finalité de la transformation digitale. On n'est pas là pour faire du digital pour le digital. C'est en train de devenir la norme, c'est une commodité. La question est plutôt pourquoi et comment je tire profit du digital et comment j'accélère. Parce que la question est plus est-ce que je dois en faire ou non, mais comment je mets en place l'ensemble de l'organisation pour être digital ready et au titre de la data en l'occurrence, big data ready et comment j'accélère. Donc, quels enjeux? C'est faire mieux sur tous les process de l'entreprise. C'est faire plus, développer de nouveaux services et aller chercher de la top line
avec des services à plus de valeur ou de nouveaux services, et puis réinventer des nouveaux business models. Et là, ce qui est assez intéressant avec la transformation digitale, et c'est le cas pour la data, qui est un des enablers, c'est qu'en fait, des entreprises qui étaient positionnées à un endroit précis de leur chaîne de valeur commencent soit à changer de chaîne de valeur, soit à avoir des logiques croisées en embarquant d'autres acteurs de leur écosystème. On accompagne notamment un gros groupe automobile allemand sur toute sa réflexion autour de Connected Car et comment je tire profit du coup de l'interaction client dans mon véhicule et qu'est-ce que je fais de cette data pour mieux comprendre mon client, savoir ce que je vais pouvoir lui vendre comme prochain véhicule, mais surtout ce que je vais pouvoir lui vendre comme nouveau service pendant qu'il a mon véhicule. Et ça, c'est source de revenus additionnels. Et dans ce cadre-là, ce client du secteur automobile, on le fait travailler avec un écosystème très varié et notamment un certain nombre d'assureurs. Et du coup, là, on croise des chaînes de valeur d'acteurs qui, à la base, font pas du tout partie du même écosystème. Merci Charlotte. Donc, beaucoup d'entreprises sont dans une phase de transformation digitale qui implique l'adoption des méthodes Big Data. Et du coup, Caroline, je voulais savoir si on se concentre sur le rôle de la visualisation, quel est le rôle de la visualisation des données dans cette transformation? Un rôle très important finalement, comme étant finalement la visualisation de données située comme le dernier maillon de la chaîne de valorisation des données. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes pour passer des données à une valeur business ou une valeur informationnelle ou une valeur d'usage, mais il y a une étape qui est absolument incontournable, c'est le moment où les données, elles rentrent dans la tête de quelqu'un, elles tombent sous les mains de quelqu'un et c'est le moment où quelqu'un en fait quelque chose. Parce que c'est vraiment le moment où la valeur des données, elle va s'incarner dans de la productivité, dans des nouveaux usages ou dans des connaissances nouvelles. Donc tant que cette dernière étape, elle ne se fait pas, on peut avoir les meilleures infrastructures, on peut avoir les meilleurs data centers, des technologies incroyablement modernes, mais ça ne changera rien. C'est un peu comme le fameux mystère on a équipé toutes les entreprises avec des ordinateurs dans les années 80 et ça n'a rien donné sur la productivité. Parce qu'il faut qu'à un moment, ça passe dans les usages et ça change les façons de travailler. Et c'est là où la visualisation de données, elle est importante. Parce que, bien sûr, les entreprises n'ont pas vocation à ne plus recruter que des data scientists et que des ingénieurs spécialisés dans l'analyse des données. Il y a tout un tas de métiers dont ce n'est pas le cœur de compétences et ce n'est pas forcément l'objectif que ça le devienne. Et tous ces gens-là, dont le métier premier n'est pas d'analyser les données compliquées, il va bien falloir pourtant qu'ils aient une façon d'accéder à l'information qu'il y a dans ces masses de big data, de données riches. Et cette façon-là, ça va être la visualisation de données. C'est-à-dire que c'est pas... Il ne faut pas le voir forcément comme, voilà, on va rajouter, plugger une brique de visualisation de données à la fin de notre infrastructure déjà de traitement. C'est une culture interne, c'est un langage commun à tous les membres d'une organisation qui vont parler le même langage de traduction des données, ce qui fait que les données vont devenir aussi naturelles à parler, aussi faciles à parler que le texte et les images qu'on a l'habitude de s'envoyer par email. Et c'est ça le vrai enjeu de la visualisation de données dans ces problématiques de transformation digitale. C'est qu'à un moment, si on veut que ça ait un résultat, il faut que ça passe dans les mains des utilisateurs finaux. Et c'est justement la partie de la chaîne de valeur des données sur laquelle nous, on se concentre le plus chez DataVise. Parce que dans toutes nos approches et nos façons de travailler, on a un très fort focus sur les utilisateurs finaux. On va concevoir des projets en les ayant en tête, on va faire des tests d'ergonomie, on regarde vraiment comment les gens prennent en main une interface avec des données, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus compréhensible en parlant aux humains, en considérant que le cerveau humain, c'est un cerveau humain, c'est pas un ordinateur et il n'apprend pas du tout les choses de la même façon. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, j'imagine que chez DataVise, vous avez pu utiliser de nombreux outils de visualisation. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des différents outils que vous utilisez et voilà, si on peut aussi les catégoriser Alors en fait, on n'utilise pas vraiment d'outils, on fait les outils. D'accord. Après, nous, en interne, on a tous les membres de l'équipe ont une forte appétence pour manipuler les données, regarder ce qu'il y a dedans, regarder ce qu'on en tire comme information. Selon les profils, on ne va pas tous utiliser les mêmes choses pour ça et selon la nature des données non plus. C'est-à-dire que les développeurs vont avoir le réflexe de les approcher avec directement des requêtes ou en les mettant dans une base ou en faisant des petits scripts. Voilà. Moi, n'étant pas d'origine, je ne suis pas de formation ingénieur et je ne suis pas développeur dans mon métier, mais je travaille beaucoup avec les données au quotidien et j'ai plutôt le réflexe de les ouvrir sur Excel bêtement ou d'aller voir directement une documentation d'API.
Notre designer qui finalement met aussi pas mal les mains dedans va avoir lui aussi d'autres outils, d'autres logiciels. Il va prototyper peut-être plus facilement avec des outils de prototypage directement sur les données. Donc c'est un petit peu, ça dépend un peu de tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une matière première avec laquelle on est à peu près tous familiarisés normalement. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, d'un point de vue expérience utilisateur, Sophie, j'aimerais savoir comment on fait pour partir du besoin client et justement créer une fonctionnalité. Alors, du coup, nous, on a un peu deux axes. Soit, il y a deux fonctionnalités qu'on peut créer. On part du besoin client. En général, on va essayer de l'adresser avec notre produit. Ça marche dans 99,9% des cas. Et après, on peut avoir parfois un nouveau besoin. Donc là, en fait, toujours dans la logique d'avoir un produit qui est complet et qui répond vraiment aux besoins des clients, déjà, il faut accepter parfois de se rater un peu. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va itérer, quoi. Et on va travailler avec le client. On va faire travailler un designer et on va prendre ses besoins, réfléchir, proposer une visualisation, la tester vraiment en live, parce que nous, toutes nos applis, elles tournent en production en fait, à partir de à peu près la première semaine du projet. Donc on a vraiment quelqu'un qui va être en face, qui va pouvoir utiliser la nouvelle fonctionnalité qu'on a créée. Après, derrière, dans notre produit, pour vraiment accompagner le besoin client, il faut creuser en fait. Parce que parfois, on va avoir quelqu'un qui va venir nous dire moi, je veux un pie chart. Oui, mais en fait, pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux voir ? En fait, quelle est l'histoire vraiment que tu veux raconter avec tes données ? Et comment tu vas la matérialiser de la manière la plus simple et la plus compréhensible possible. Dans la data vis, vraiment ce qui est important, c'est que c'est un humain qui consomme la donnée. Cet humain, il n'a pas envie d'avoir 35 000 valeurs, d'être perdu. Il a envie qu'en fait on lui apporte la solution finalement sur un plateau. Et c'est surtout là-dedans aussi qu'on va travailler. Donc on va travailler dans la conception d'une application Toucan Toco à prendre le besoin et en fait on peut y répondre avec l'application Toucan Toco. Et après, pour des nouvelles fonctionnalités, par exemple à un moment, ce qu'on n'avait pas encore, qu'on a créé pour un client, mais parce qu'on a trouvé ça très pertinent et que ce serait pertinent pour d'autres clients, c'était une visualisation en funnel. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un entonnoir très utilisé pour par exemple, si on veut regarder des analytics d'e-commerce, on veut connaître quelle est l'étape d'arrêt d'un client. Souvent, par exemple, il va être bloqué au panier. Voilà. C'est hyper important d'optimiser ce genre de parcours. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait ? Au début, on s'est demandé, est-ce que vraiment tu as besoin d'un funnel ? Donc, on a essayé des visualisations, on a fait tester, on travaille en itération courte de 2 semaines. Donc voilà, on a le retour direct. Et puis après, on s'est rendu compte que non, quand même, vraiment une visualisation spécialisée funnel, ce serait très intéressant. Donc on a fait intervenir un designer, on l'a implémenté, on l'a prototypé en gros. Et ensuite, on l'a prototype, mais on l'a fait rentrer dans notre produit. Donc en fait, du coup, c'est pas l'effet POC, c'est l'effet on le garde et on veut quelque chose de durable. Vraiment quelque chose qui va... Enfin, nous, notre but, c'est de mettre l'application en prod chez le client et après, qu'elle soit utilisée tous les mois pendant longtemps, quoi. C'est pas un one-shot qu'on va sortir, un truc waouh, c'est super beau. Et puis après, en fait, au bout d'un mois... on n'a pas réussi à brancher les données dedans, et puis en fait, personne n'utilise, ça tombe à l'eau. C'est cool. Donc voilà, je sais pas, Merci Sophie. Caroline, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, en fait, je voulais dire qu'on est dans un milieu dans lequel en fait c'est assez nouveau pour beaucoup de gens quand même les sujets de visualisation de données. Donc c'est pas forcément facile pour un client d'exprimer son besoin. Enfin, avant de connaître les solutions, c'est difficile pour lui de savoir diagnostiquer ce qu'il lui faut. Du coup, c'est une des choses assez intéressantes, c'est que souvent on a des clients qui nous font pas part d'un besoin, ils nous racontent un de leurs problèmes. Et c'est plutôt à nous de creuser pour comprendre quel est derrière le besoin. Et un point super important, c'est que souvent, le client n'est pas l'utilisateur final. Et le besoin du client, c'est pas forcément le besoin de l'utilisateur final. Sauf que finalement, si on veut faire une application qui marche bien, un outil qui soit vraiment utile à quelqu'un ou un projet qui touche vraiment un public, qui apporte de l'information à quelqu'un, c'est pas toujours au client qu'il faut s'intéresser, c'est plutôt à l'utilisateur final. Qu'est-ce que lui il a besoin d'avoir sous les yeux ? Qu'est-ce que lui va être utile pour lui faire gagner du temps ? Ou qu'est-ce qui va être intéressant de lui apprendre ? Et une façon de bien faire notre métier, c'est de ne pas nous en tenir aux premières idées que peut avoir un client parce qu'il a vu ça ailleurs, etc. Mais ce n'est pas forcément adapté pour lui. Et de vraiment creuser sur les besoins utilisateurs. Donc les utilisateurs finaux, généralement, nous on essaye de faire dans les premières étapes d'un projet, de faire des interviews avec les
les personnes qui sont des utilisateurs finaux, donc les destinataires finaux, de faire des interviews, de comprendre comment ils travaillent, d'essayer de leur demander, même pas forcément de quoi ils ont besoin, juste de leur demander qu'est-ce qu'ils ont comme problème dans leur métier, comment ils font, avec quels outils ils font ceci ou cela, à quoi ils passent du temps, etc. Et d'essayer de voir là où sont les petits points où on pourrait, un bon outil de visualisation de données pourrait apporter quelque chose. Sauf qu'il ne faut pas faire ça juste avec le regard utilisateur, parce qu'on va se retrouver avec une liste de fonctionnalités dont les 3/4 seront impossibles à mettre en place si on n'a pas regardé en même temps l'autre dimension qui sont les données. Et c'est vraiment les deux axes qui doivent marcher main dans la main. C'est-à-dire que faire part d'un besoin utilisateur où je veux pouvoir faire ça, je veux pouvoir filtrer comme ça et je veux pouvoir voir ces dimensions-là croisées ensemble, ça suppose que les données permettent de faire ça à la base, que les données soient disponibles, qu'elles soient structurées de la bonne façon, qu'elles soient requêtables et ça. Donc du coup, c'est le vrai petit puzzle à résoudre à chaque expression de besoin, c'est quel est le besoin des utilisateurs finaux, qu'est-ce que eux va être utile pour eux, et est-ce que ça colle avec les données qu'on a. Donc finalement, c'est le jeu d'essayer de mettre en relation ce qu'il y a d'intéressant dans les données avec ce qui va être utile pour les utilisateurs finaux. Merci Caroline, ça me permet de rebondir sur justement, encore une fois, l'expérience utilisateur. Et du coup, Stéphanie, je voulais savoir, donc, sur votre plateforme, justement, comment vous faites pour optimiser le parcours client ou pour mesurer l'impact de l'utilisation du client sur votre plateforme? Je vous le dirai dans quelques semaines si on voit qu'on a beaucoup d'engagement, mais on espère, en tout cas, on a surtout travaillé au départ à la conception. En faisant en sorte que la façon dont on a conçu les parcours utilisateurs soient les plus simples possibles, parce que je pense qu'avant tout, une bonne expérience utilisateur, c'est une expérience qui est simple, qui est visuelle. Donc nous, on a essayé de casser les codes par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui sur des plateformes de crowd equity. Alors moi, je ne viens pas du monde financier, je viens du monde opérationnel. J'étais de nombreuses années chez Orange où je pilotais une business unit dédiée au digital dans lequel on avait toutes les initiatives autour de la data et ces premières initiatives. Donc je viens plutôt du consumer, pas du tout du monde de la finance. Et j'ai essayé d'apporter dans la façon dont on a développé notre plateforme de crowd equity One Ragtime cette touche consumer, parce qu'avant tout, on veut toucher des utilisateurs qui sont des jeunes entrepreneurs, qui se reconnaissent dans les codes de ce qu'on a fait. Et en même temps, on veut apporter un côté beaucoup plus léger à la notion d'investissement, en la rendant visuelle, en la rendant ludique, en la rendant agréable à regarder, comme on consomme je dirais un service grand public. Donc l'expérience utilisateur, pour moi, elle est vraiment au cœur de la réflexion. C'est de la simplicité, c'est le fait d'arriver à mesurer aussi derrière tous les impacts de ce qu'on fait. Donc moi, j'étais à bonne école là-dessus. Et puis d'avoir des profils dans une équipe qui sont à la fois des profils hybrides. Moi, j'aime bien ça, puisqu'aujourd'hui, c'est un salon qui est dédié au recrutement, il me semble, ou en tout cas au métier de la data. Moi, j'aime bien les profils hybrides. J'aime bien les développeurs data scientists. J'aime bien les designers data visualisation. Donc, j'aime bien avoir ces profils un peu mixtes qui souvent, d'ailleurs, n'existent pas encore vraiment. Et c'est là où on a la plus grande richesse. Et puis d'avoir aussi dans l'équipe des personnes qui peuvent bien comprendre les besoins utilisateurs, les traduire, les spécifier et les développer en matière agile. Donc nous, c'est ce modèle-là qu'on a appliqué, et on l'a appliqué en se disant, de toute façon, ce qu'on fait pour nous, ça va servir pour la suite dans notre modèle de Startup Studio, puisqu'on a aussi comme vocation à accueillir des entrepreneurs en résidence, des développeurs en résidence, des data scientists en résidence, pour les accompagner sur leur développement de leur projet, leur permettre de se mettre le pied à l'étrier dans la création d'entreprises. Et on espère beaucoup d'entreprises autour de la data, ou en tout cas des modèles B2B2C, mais dans lesquels la data est absolument essentielle. Merci beaucoup. Donc du coup, on voit qu'il y a des règles à appliquer en visualisation de données. Et j'aimerais savoir, Sophie, justement, quels sont les pièges à éviter en data visualisation et comment faire passer le bon message? On a déjà un petit peu parlé, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut rester simple. Nous, ce qu'on essaie d'appliquer en général, c'est un écran, une histoire, et une application, un besoin. Dans Toucantoco, en tout cas, on peut construire à partir d'une application Toucantoco plusieurs applications DataVis, souvent pour adresser différents besoins, différentes branches métiers dans une même boîte. Et en fait, en général, vraiment un seul message, un seul message par écran, quoi. Ensuite, on peut très bien faire des effets où les gens se disent waouh sans qu'ils le crient. Donc en fait, des animations, ça a complètement sa place.
en tant que développeur, souvent, pour les clients ont envie que ça bouge, voilà, que ça les réveille un petit peu. Et ben nous, on va mettre des animations, mais ces animations, elles vont avoir un sens. Donc c'est-à-dire ne pas avoir, mettons, on va avoir un graphe qui se filtre, on va pas avoir, quand on filtre, une explosion de toutes les barres qui partent, qui se réorganisent, voilà. Non, on va pas faire ça. On va avoir les barres qui vont transitionner déjà dans un premier temps pour changer leur valeur, puisque en changeant le filtre, on change des valeurs, et ensuite avoir, par exemple, si c'est un classement, une réorganisation du classement. Et en fait, directement, comme l'œil voit assez bien en fait juste un mouvement, on va voir que voilà, il y a deux lignes qui ont changé. Mettons qu'on soit en train de regarder des parts de marché sur un produit, je sais pas, ou des parts de marché d'une marque de luxe. On a envie de voir que en fait, si je me place sur une segmentation plutôt worldwide, ça va être telle marque qui va être en premier, et ensuite, paf, je segmente. On voit que il y a un changement de valeur, ça bouge, et le seul endroit finalement où ça bouge, c'est le seul endroit qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a une marque qui passe par-dessus les autres si je me mets en classement Asie, par exemple. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on a envie de faire, c'est-à-dire des animations, tout le temps des choses qui ont du sens, ne pas faire des choses juste pour l'esbrouf. Et puis voilà, avoir toujours des messages assez simples sur les visualisations. Oui, dans visualisation de données, il y a un petit gimmick qui est de regarder le ratio encre-information, donc qui vient d'une époque où on imprimait des visualisations de données sur papier, où on parlait d'encre. Et en gros, les puristes du secteur vont considérer que les meilleures façons de représenter les données sont celles qui utilisent le moins d'encre, donc le moins de fioritures possible. C'est un peu comme en écriture journalistique, on essaye d'être le plus sec et le plus direct possible en allant dans les faits sans commenter. Et ben c'est un peu la même idée en visualisation de données. Donc dès que vous rajoutez, je sais pas, une petite illustration pour décorer, si ça apporte pas d'information, ça va dégrader le ratio encre-information. Du coup, ça devrait pas être là. Après, c'est à prendre avec un petit peu de recul aussi, parce qu'il y a aussi d'autres études très sérieuses qui montrent que la dimension esthétique d'une interface, elle aide les gens à rentrer dans l'information, à se concentrer sur des choses compliquées. Donc entre le trop sec qui va convenir à des profils qui lisent des journaux économiques, et le trop plein de fioritures qui est beaucoup trop kitsch pour véhiculer quoi que ce soit comme information, il y a un juste milieu à trouver. Et c'est là où c'est pas simple, parce que cette notion d'esthétique, qu'est-ce qui fait que l'interface va être suffisamment attractive pour faire entrer les gens dedans et les amener quelque part où ils ne seraient pas allés tout seuls, et qu'est-ce qui fait que c'est trop et ça surcharge et on ne rentre pas dedans. C'est le milieu délicat à trouver. Je me permettrais d'ajouter sur ça que souvent on a tendance à beaucoup théoriser toutes ces activités de développement, de design. Moi, j'aime bien revenir à des choses simples, parce que là encore, parce que moi, je ne suis pas une data scientist, parce que je ne suis pas une designeuse, j'ai juste un besoin qui est exprimé par mes équipes. Je dis toujours, il faut que ça soit beau, parce que ce qui est beau est bon et se regarde. Donc cette notion d'esthétisme, cette notion de simplicité, elle est au cœur à mon sens, toute la recherche de visualisation, mais elle est aussi au cœur de toute la recherche de développement de données, parce que là encore, on veut être capable de pouvoir faire évoluer simplement des développements et les interfaces associées. Donc c'est quand on regarde d'un point de vue utilisateur, il faut savoir se fier à ce qui justement ce qui est beau. Alors c'est une notion qui est complètement subjective, mais si on arrive à appliquer du subjectif à quelque chose qui est très mathématique, je pense que là on a vraiment réussi une belle interface. Bien, merci pour tous ces conseils. Et du coup, ça me fait venir à un sujet d'organisation. Comment on construit pas à pas un projet de visualisation de données. Du coup, Charlotte, j'aimerais savoir quelles sont les grandes étapes d'un projet de visualisation. C'est intéressant, je vais pouvoir rebondir sur les derniers échanges, on les a un tout petit peu vus ensemble. La toute première étape, et celle sur laquelle il faut qu'on insiste, qui est la qualification du besoin. Assez basique, hein, mais que ce soit un projet de data visualisation ou que ce soit un projet de data science qui appellerait de l'algorithmie, le premier besoin, c'est de savoir ce qu'on a envie de faire. Et dans ce cadre-là, je fais écho à un projet sur lequel on travaille ensemble, un projet de data visualisation pour un groupe de 400 000 personnes sur 2 géographies, la France et les États-Unis en l'occurrence, pour
consolider et rendre tangible un certain nombre de consumer insights à destination de tous les directeurs marketing du monde de cette entreprise, donc entreprise de restauration collective. On a travaillé sur une première étape de qualification de ce besoin avec plusieurs workshops en France et à l'étranger. Et puis, on s'est rapidement rendu compte que la maturité pour un même type de profil, donc des patrons de marketing, en fonction de la nature du business en France, qui est plutôt un business assez classique de restauration collective subventionnée, tel que vous pouvez le connaître si vous êtes salarié d'une entreprise de ce type-là, versus un business aux États-Unis où on est plutôt sur une activité de retail. Et du coup, le point d'ancrage et les choses sur lesquelles on allait vouloir s'attacher d'un point de vue insight et du coup d'un point de vue visualisation n'étaient pas du tout les mêmes. On s'est rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas tabler sur un besoin unique attaché à une fonction qui est le marketing head. Et du coup, cette première étape est essentielle de se mettre dans les chaussures de l'utilisateur final que sont nos patrons du marketing. Donc, in fine, on a décuplé et dédoublé notre approche entre la France et les États-Unis. On a convergé pour une partie, on a fait du spécifique pour une autre. La deuxième étape, qui est éminemment importante, c'est d'arriver à capitaliser du coup sur ce qui est esthétique, rapide, tangible en termes d'insight, et pour ça, de faire un travail à la fois du UX design et de direction artistique pour que la visualisation qui va être mise en place dans l'entreprise et qui est un outil de transformation, soit à l'image de la proposition de valeur que veut avoir cette entreprise pour ses clients ou ses clients internes. Donc du coup, le duo directeur artistique et UX design est éminemment important pour animer cette réflexion sur la façon la plus efficace et la plus agréable, plaisante, va être de construire du coup et de maqueter ces data visualisations. Et je rejoins Caroline, il faut faire absolument en parallèle ce travail de collecte et de préparation de la donnée, parce qu'il ne s'agit pas de poser des hypothèses sur un problème et sur une restitution finale, sur des datas qu'on ne saura pas exploiter, qui seront soit peu qualitatives, soit pas disponibles, soit dont on va manquer, qu'il faudra éventuellement acheter. Donc ce travail à paralléliser est éminemment important. Enfin, vous arrivez dans l'étape de préparation de cette donnée, de feature engineering et d'intégration, et vous allez faire vivre cette visualisation. Et là, vous n'allez pas la faire vivre pour vous, vous allez la faire vivre pour vos clients. Donc il y a cette étape de transmission du produit. Vous travaillez sur un bébé que vous allez leur livrer, et du coup, vous n'êtes pas dans une logique de back-office et d'effet tunnel. Dans le lab, pour le client dont je vous parle, le lab fait partie des murs dans l'entreprise, la porte est ouverte. On a un stand-up meeting tous les matins pour revoir les évolutions sur le maquettage. Le client frappe d'ailleurs à la porte régulièrement pour voir où ça en est, et on partage le live de cette production. Et in fine, on lui passe la main, on lui présente pour que cet outil soit complètement partie prenante de leur process. Vient ensuite l'étape, parce que là, on est assez souvent sur un produit, en tout cas dans notre cas là, sur un produit hors sol. Il s'agit de le connecter et du coup de l'industrialiser. Et puis après, on rentre du coup dans un métier qui n'est pas complètement évident, mais qui est complètement essentiel en revanche, de tirer toute cette tuyauterie entre les systèmes transactionnels de l'entreprise, éventuellement les sources de data externes que vous exploitez et ce produit que vous livrez à votre client. Et puis, toute dernière étape, mais qui est plutôt en général entre les mains du client, c'est qu'il va falloir faire vivre, et je rejoins mes partenaires sur ce talk, c'est qu'il faut que ce produit vive, et du coup, ça vaut le coup de mesurer avec quelques KPIs que cette visualisation est un outil qui sert. Et du coup, il y a un certain nombre d'indicateurs que vous mettez en place derrière les usages de cette data visualisation. Voilà. Merci Charlotte. Donc j'imagine que pour ces projets, on fait intervenir beaucoup d'experts. Sophie, j'aimerais savoir chez Toucan Toco, quels sont les différents rôles que vous avez dans l'équipe? Alors donc je vais passer sur les commerciaux qui vendent la solution. Mais donc déjà eux ils ont un premier truc en général, c'est un peu de remuer les besoins, justement de ce qu'on en parlait, de comprendre un peu quels sont les problèmes et tout. Donc ça en général ça fait déjà un peu travailler. Puis après nous quand on arrive, donc dans l'équipe on va avoir des UX designers. Il y en a 2-3. Après, eux, ils bossent plus, on va dire, sur ce que je dirais le produit. Donc, c'est pas vraiment, ils vont pas être complètement reliés à un projet. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des Client Success Managers. Donc, eux, c'est eux qui vont faire un peu le chef de projet, / analyse, / un peu consultant. Ils vont, eux, vraiment mettre en place la solution Toucan Toco avec le client en faisant déjà, en procédant par donc, ce que je disais, par itération.
on fait des boucles de développement, de conception assez courtes. Donc on prend une première fois les besoins et en fait en 2 semaines on arrive devant le client avec une application qui en général, parce qu'on on se débrouille pour avoir quelques vraies données pour que la personne puisse se projeter et vraiment voir. Puis en plus un écran, on peut très bien l'imaginer comme ça avant d'avoir les données en disant ah ouais ça va marcher et puis en fait non, parce que les vraies données, elles ne sont pas du tout différenciantes sur ce KPI qu'on a voulu mesurer, donc en fait ça ne sert à rien, donc voilà. Donc en fait on revient dessus. Et c'est en bouclant comme ça et avec le client, en revenant avec lui qu'on va vraiment faire le truc. Donc le Client Success Manager, c'est vraiment lui qui va faire l'accompagnement, qui va prendre les besoins et qui utilise un petit peu aussi l'outil pour concevoir avec le client. Ensuite on a les développeurs, donc on fait un peu tout. On est une boîte produit, donc c'est nous qui développons la solution. On fait aussi la maintenance des serveurs, on fait le run, on fait la passe aussi d'industrialisation. Donc c'est les données qui nous viennent des clients, elles ont toutes les formes, tous les types, il y en a pour tous les goûts. Et donc du coup, il faut, les données sont comme ça, on les voudrait comme ça, voilà, on fait un peu aussi la GLU. On arrive à avoir des connecteurs pour des bases de données classiques et tout ça, mais sur des projets parfois un peu plus spécifiques, on fait un petit peu aussi cette industrialisation. Ce qu'on est en train de faire pour capitaliser, c'est d'avoir des sortes de recettes, et en fait, de plus en plus, c'est moins les développeurs qui font cette industrialisation, ça va être même les client success qui arrivent très bien à faire un petit peu de ce genre de choses. Les développeurs, du coup, accompagnent aussi techniquement parfois pour un peu juger de la faisabilité de certaines choses. On essaie maintenant de s'impliquer vraiment dès le début dans le projet. À partir du moment où on commence à avoir le premier set de données dans les mains, on vient pour diagnostiquer un peu justement, pour voir si c'est bien. Pour pas arriver au bout de 2 mois à se dire ouais on va faire ça. Ah ouais mais en fait on peut pas se brancher à votre base de données donc non. Et du coup on prend un mois en plus. Donc on intervient un petit peu les développeurs un peu partout. Dans les développeurs, on a des développeurs qui vont être plutôt back-end. Donc nous, on est une boîte data, mais on n'a pas de data scientist. C'est plutôt des data engineers ou des software engineers. Ce qu'on va faire, c'est du pipeline de données ou alors du back-end, juste travailler sur l'API du produit. On a aussi des développeurs front-end qui vont bosser sur les interfaces, qui vont faire du D3JS. Donc ça, c'est une librairie JavaScript qui permet pas mal de faire des visualisations, de manipuler des données de manière assez cool. Donc voilà, on a ça, développeur. On a aussi une intégratrice avec nous. Donc c'est un peu ça dans les différents métiers qu'on a chez nous. Je voulais juste rebondir sur un point qu'on a évoqué, qui est l'hybridation des équipes et l'hybridation des rôles et des profils. On a beaucoup appris et j'ai beaucoup appris en manageant l'équipe ces 12 derniers mois. On s'était fixé en tête quelques recrutements types à fond sur les data scientists. On a recruté les data scientists, on essaye de les choyer et de les garder. Et puis on se rend compte qu'au final, on est en train de mobiliser des talents et des profils extrêmement différents. On a évoqué évidemment les data scientists. On se rend compte que les data engineers, avec des gens qui ont plutôt éventuellement des backgrounds, qui sont plutôt des backgrounds de développeurs et d'intégrateurs de données, sont éminemment précieux dans ces projets de data, puisqu'ils vont être très agiles dans cette partie collecte, préparation, intégration de la donnée sur les plateformes. Ce sur quoi, très honnêtement, il y a 1 an, on n'était pas du tout aussi mature. Donc ce mix-là, l'UX designer et le directeur artistique, on en a parlé. Et je voulais insister aussi sur le consultant data. Je suis un bon exemple, absolument pas un background scientifique. J'ai fait tout mon parcours jusqu'ici dans un monde d'ingénieurs. La running joke, c'est que je ne sais pas compter, mais on se débrouille plutôt pas mal. Et dans ce cadre-là, en fait, on a de plus en plus de gens qui n'ont pas nécessairement ce background de data science ou de développeurs, qui ont des profils consultants et qui vont aller de plus en plus sur ces métiers de data viz. Et dans l'équipe dans laquelle on travaille notamment avec Isée pour ce client, on a une partie de l'équipe consulting qui travaille sur de la data viz et qui fait des choses assez sympas avec un outil qui s'appelle Tableau. Et il y en a des tas d'autres. On a une partie de l'équipe qui est plus professionnelle et qui effectivement développe avec du D3JS. Ce que je veux dire, c'est que derrière les métiers de la data, en fait, ils sont pluriels. Et data scientist, data engineer,
consultants hybrides, et on les appelle comme ça chez nous, les hybrides data, avec des parcours de compétences et d'évolution qui sont dédiés, qu'on a mis en place, parce que c'est des profils qui n'ont rien à voir avec des consultants classiques. Donc il y a de la place pour tous ces gens-là. C'est le cas chez nous, mais c'est le cas ailleurs. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête et sortir du paradigme du pur data scientist, qui est éminemment important, mais qui est loin d'être le seul profil important. Et le dernier qu'on ne cite pas souvent, c'est l'architecte Big Data. Il est tout aussi précieux que le data scientist. Il y en a très peu. Et dans des équipes où vous parlez de systèmes aussi complexes et vous allez vouloir plugger plusieurs projets, l'interfacer avec les systèmes de l'entreprise, si vous n'avez pas non plus ce type de perles, bah, vous n'êtes pas forcément très bien parti. Non, je t'en prie, vas-y. Okay. Bah, moi, je voulais juste dire en fait, que justement, à la base, j'étais développeur web et qu'en fait, du coup, maintenant, je fais du front, du back, l'industrialisation. Donc voilà. Donc en fait, il faut aimer ça un peu, la data, mais un profil peut être voilà, très très divers, quoi. Ouais. Ça arrive. Et moi, je voulais juste insister sur l'importance des doubles profils, enfin des doubles compétences. En tout cas, dans notre équipe, notre lead designer est quelqu'un qui sait coder en Python. Notre directeur technique vient du monde des statistiques. Nos développeurs front-end sont aussi une forte sensibilité design, on les appelle des creative coders. Notre chef de produit vient du développement mathématique et est ingénieur. Moi-même, j'ai fait des études de journalisme et aujourd'hui, je travaille avec les données au quotidien. Et en tout cas, pour mon équipe, je ne veux pas généraliser, la vraie clé, c'est ça, quoi, les doubles compétences. Je vais vraiment insister aussi sur ça, sur cette logique de double compétence. Finalement, on ne sait pas dans quelques années si on aura encore besoin de data scientists. Hein. Ça sera peut-être Word, Excel appliqués aux data qui nous permettront tous de à la fois s'en servir, de générer des données de manière très simple. Donc c'est pour ça les profils de double compétence, d'évolutivité sont clés. Et puis un petit commentaire typiquement féminin, mais je ne peux pas m'empêcher parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas participé à une table ronde où il n'y a que des jeunes femmes et qui plus est sur un sujet qui est en théorie assez technique. Donc ça, c'est génial de voir qu'il y a des vocations développement data féminines, parce que derrière, c'est des belles entrepreneuses que j'espère pouvoir financer pour la suite. Eh bien, merci beaucoup et merci à toutes pour votre participation à cette table ronde. Du coup, je pense qu'il nous reste quelques minutes pour des questions, si jamais vous en avez. Mesdames, bonjour. J'ai une question, effectivement. Alors, je n'ai pas assisté malheureusement au début. J'ai peut-être raté la réponse, mais je vais quand même poser la question. Comment vous faites pour recruter vos data scientists en termes de validation des compétences techniques? Est-ce que vous avez un data chief officer pour valider ça ou une méthodologie spécifique? Je vais vous répondre pour ma paroisse, du coup, Capgemini Consulting et la Phase Digital Team. On a effectivement dans l'équipe un Chief Data Scientist avec un parcours XNSAE et puis quelques années d'expérience en la matière. Donc ça, c'est la caution scientifique de nos recrutements. Et puis par ailleurs, on a monté du coup, enfin c'est pas par ailleurs, c'est fait complètement partie du process. On a adapté le process de recrutement d'un cabinet de conseil en 6 étapes, un recrutement de data scientist, en l'occurrence en 5 étapes, mais dont cette validation scientifique. Et ce qu'on essaye de faire, enfin ce qu'on fait aussi, c'est qu'au-delà de rencontrer en l'occurrence Olivier Olliard, les candidats rencontrent donc l'équipe managériale, rencontrent des chefs de projet data qui ont souvent cette bivalence, puisqu'on a quelques consultants qui ont un background de data science et qui ont choisi le track consulting, pour les tester sur des cas concrets de comment est-ce qu'on prendrait un cas d'usage, parce qu'on a, en tout cas nous, éminemment besoin de gens compétents, scientifiquement bien câblés, mais on a besoin de gens qui vont savoir travailler avec des clients, et pas en back-office, mais sur le terrain, sur des discussions. Donc il s'agit d'aller craquer des cas d'usage métier. Donc on teste aussi, au-delà de la valeur scientifique, cette capacité à bien comprendre une problématique, bien la délivrer et gérer une relation client dans ce cadre-là pour aboutir dans des délais en général très courts, de 10-12 semaines, à des résultats rapides. Voilà. Nous, on ne recrute pas de data scientists, mais on recrute des data engineers, des développeurs. Enfin, en tout cas, moi, je fais le recrutement des développeurs, donc ça, je peux en parler. C'est un recrutement de développeurs. Alors nous, on ne fait pas d'algorithme, ce genre de choses. C'est très pratique. On se met à deux sur un ordinateur et on voit comment on travaille ensemble. On est quand même une start-up, donc c'est une petite équipe. On ne peut pas se permettre... Enfin,
on a envie surtout de savoir si c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Sur les compétences techniques, après, il y a le test technique en même temps qui est fait, qui est censé être réussi. Mais il n'y a pas de... Voilà. Bon, pour les data scientists, je ne sais pas, mais pour les devs, en tout cas, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec la personne et est-ce qu'elle a la tête qui fonctionne bien, quoi. Après aussi, on cherche des gens qui aiment le produit qu'on fait. On bosse sur un produit, c'est pas plein de missions différentes. Donc c'est des gens qui vont... Enfin, notre produit, il est beau. Enfin, moi, en tout cas, vraiment, c'est ce que je pense. Il est design, il est cool à utiliser. On sent qu'il y a des clients déjà qui nous disent « Ah, c'était trop cool, j'étais comme ça, regardez mes chiffres. » Ça, c'est quand même assez bien. On veut quelqu'un qui aime aussi le produit sur lequel on va bosser. Voilà. Et du coup, j'avais une dernière question, mais qui rejoint celle-là. Vous avez parlé de consultants data hybrides. Ça m'intéresse. Par exemple, quand on a un projet, en tout cas délivrable, un data scientist ou un data analyst n'est pas forcément la meilleure personne pour gérer des livrables ou être en lien avec la direction interne et celle du projet. Donc à un moment donné, il faut quand même mettre des chefs de projet, des directeurs de projet, des directeurs de programme. Est-ce que ces consultants data hybrides pourraient être, par exemple, des directeurs de projet qui ont une expertise dans la data de manière globale, mais que ce ne sont pas forcément des data scientists et qui sont certifiés, donc surtout sur la direction de projet, qu'elle soit agile ou autre, pour mettre en place et valider les livrables clients. Parce que là, du coup, ce sont quand même des projets chez certains clients qui sont stratégiques. Il faut bien quelqu'un qui les gère de manière, on va dire, projet, en termes du terme. Et du coup, quels sont les consultants hybrides sur ce sujet ou quel type de consultant ou de profil hybride vous mettez là-dessus? Du coup, donc la réponse est oui. Le point d'ancrage, c'est l'hybridation des équipes. Donc je disais tout à l'heure, un projet data, il part systématiquement avec une équipe et les compétences data. Donc on l'a évoqué, data scientist, data engineer, éventuellement des compétences du UX design, etc. Et il va embarquer à sa tête un consultant qui aura une coloration data. Ça dépendra des cas, des disponibilités, des sensibilités, des colorations sectorielles ou des problématiques métiers. On était ici pour parler de relations clients et on a des gens qui ont plutôt une coloration customer experience ou opération sur des sujets plutôt de maintenance prédictive chez Forestia qu'on accompagne dans sa transformation digitale pour ne pas le citer. Et à la tête de ces projets, on va avoir très souvent des consultants qui ont du coup des compétences de gestion de projet, qui savent ce que c'est qu'un projet data et les différentes étapes et les pièges qu'il faut savoir éviter, et qui vont avoir ce background et cette éducation autour de la data science pour être capable de faire de la pédagogie. Parce qu'une chose qui est éminemment importante, c'est que les clients avec lesquels on travaille, et bien souvent on shape les deals avec eux, nous font confiance. On n'est pas là pour leur projeter toute la complexité de l'algorithmie data science, mais pour ça veut dire qu'il faut être capable de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de la complexité et de ces nécessités de gestion. Donc on a besoin de gens qui connaissent ce que c'est qu'un projet data. Donc en termes de background, pour répondre à votre question, on recrute dans différentes écoles d'ingénieurs et dans ces écoles d'ingénieurs, l'ENSAE, on recrute effectivement beaucoup. On a des X, on a des Télécom Paris Tech. On a différents, on a des mines aussi, enfin voilà, différentes écoles. NSAI également, je crois que j'en oublie peut-être, mais à la marge. Et donc on a des gens qui ont ces backgrounds-là, qui ont choisi, quand les options existent, les Masters Data Science et qui sont formés dans un track de consultants, donc qui bénéficient de tout le développement et toute la formation de nos méthodologies de conseil appliquées au domaine de la data. Donc on a vraiment cette hybridation. Et j'insiste, c'est one team, et c'est one team chez le client en front-end. Eh bien, voilà, la table ronde s'achève. Merci à toutes pour votre participation à cette table ronde. Et j'espère à très bientôt.